Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est compliqué, moi, c'est top de fin d'année ou de début d'année, dans ce cas-là, hein. À chaque fois, il faut prendre le temps de se remémorer ce qu'on a vu, se rappeler du film, se rappeler les sensations qu'on en a, parfois par rapport au moment où on l'a vu, puis peut-être maintenant, les sensations sont plus très claires. À l'époque, peut-être qu'on a adoré, puis après, on se rend compte que bah, on a un peu oublié le film et tout ça et tout ça. C'est d'un compliqué. En plus, cette année, on le sait, ça a été compliqué, en plus, à cause d'une petite maladie, un truc comme ça, ce qui fait que voir certains films, voilà, c'était compliqué. Moi, je sais qu'il y a des films que j'aurais voulu voir, par exemple Drunk, tout le monde dit que c'est génial, et moi Drunk, eh je l'ai pas vu, donc voilà, je peux, voilà. J'aurais aimé le voir, mais je peux pas, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc oui, il y a ce côté, ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on aurait aimé voir, et puis il y a aussi ce côté très humain, qui consiste aussi à aimer ou ne pas aimer un film, parfois de manière totalement subjective. Et comme tous ces tops, vous les savez, bah, ils sont subjectifs. Mais alors celui-ci, celui de cette année, euh, je vais être très honnête, je pense qu'il se base pratiquement que sur la subjectivité et le ressenti. Parce que j'ai eu un problème. Si je vous donne trois lettres, A, B, C, alors je me dis, alors le film A est mieux que le film B, mais voilà, le film C, en fait, je le mettrais quand même, je le préfère au film A, donc j'ai envie de le mettre au-dessus. Mais le film B, en fait, par rapport au film C, ben, j'ai envie de le mettre au-dessus, parce que je trouve que si... Mais en fait, A, enfin, vous voyez un peu le mélange. C'est un peu le principe de feuille, caillou, ciseaux, c'est l'un qui bat l'un, qui bat l'un, qui bat l'un, enfin bref. Le dawa, donc je vous expliquerai un truc un petit peu après encore, mais je pense que vous l'aurez compris. Donc on commence tout de suite par le top 10 des films que j'ai préférés en 2020, et en excluant les films français, puisqu'on a déjà fait un top sur les films français. En numéro 10, et là je vais en surprendre beaucoup, le seul film d'animation de cette sélection, non pas le seul qui mérite, loin de là, j'ai décidé de prendre un direct-to-vidéo, à savoir Justice League Dark Apocalypse War. Je vous ai dit hein, que ça allait être subjectif. Est-ce que c'est mieux qu'un Soul, par exemple, au niveau de la mise en scène, des idées et tout ça? Non, 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 c'est un DTV, je rappelle, c'est un truc d'ici, c'est un DTV. Mais quel plaisir de voir ce film, quel plaisir, c'était un film, j'avais pas prévu de prendre mon pied là-dessus, et en fait, c'est un film qui est efficace, qui va au bout des choses, il y a des héros qui meurent, voilà, bam, dans ta face. Et ça, c'est bien, ça, c'est bien. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils aimaient pas, oui, parce que leur héros préféré meurt, blablabla. Mais c'est ça qui est cool, c'est que c'est un film qui va, quoi. Et ça, c'est cool. Donc voilà, pour la surprise, pour ce qu'il représente, on sent qu'il surfait un peu sur la vague Endgame, il reprenait un peu le principe. On DTV, certes, mais il le faisait bien, c'était direct, c'était efficace, et puis il y avait un côté un peu violent, comme ça, que je j'attendais pas du tout. Donc ce film reste pour moi une excellente surprise de cette année, et quand j'étais en train de regarder les films que j'ai vus, je suis tombé sur ce film et j'ai fait « C'est vrai qu'il était bien, celui-là !» Voilà. Quand je vous avais dit que ce top allait être compliqué. Hein. 9e position, j'ai décidé de mettre The King of Staten Island. Parce que The King of Staten Island, c'est le genre de film duquel je trouve on n'en a pas assez venant, en tout cas des États-Unis. Cette espèce de comédie dramatique, j'ai plutôt l'impression que de nos jours, bah, c'est ce qu'on mange beaucoup en France avec des films français. Et venant des États-Unis, on a plutôt des gros trucs, je veux dire, soit des gros films d'action, des films de super-héros, soit des gros trucs, et des films peut-être un petit peu plus simples, hein, simple mais pas simpliste, eh ben on en a peut-être moins. Et ce film, certes, il souffre de longueur et tout, mais il a un charme, il a un truc qui fonctionne, et pourquoi se plaindre, puisque The King of Staten Island reste un film hautement recommandable. Alors j'avoue que là, comme ça, tout de suite, c'est pas forcément un film que j'ai envie de revoir, mais c'est un film qui, je trouve, est très solide, et c'est pour ça que je l'ai mis là, en 9e position. En 8e position, un peu comme le film précédent d'ailleurs, au niveau du ressenti, c'est un film italien, et c'est peut-être le seul film italien de cette année que j'ai vu cette année, à savoir Pinocchio. Donc Pinocchio, hein, comme diraient mes amis italiens. C'est pas comme ça qu'on doit dire, les Français ils disent Pinocchio. Ça me fait toujours triper ces trucs. Bref, Pinocchio, j'essaye de le dire avec l'intonation, je suis sans doute en train de me planter, c'est pas grave. Pinocchio, qui était, encore une fois, une très bonne surprise, venant d'un cinéma que l'on ne distribue peut-être pas assez chez nous, peut-être parce qu'il n'est pas assez qualitatif, certes, mais quand même, je veux dire, on a le droit du cinéma français, évidemment, on va pas sortir tous les films du monde chez nous, c'est pas possible, mais je veux dire, un film italien, ça change, en plus Pinocchio étant une histoire italienne, que ce soit traité par des Italiens, ce n'est pas un gage de qualité, mais c'est quand même un retour aux sources, un retour à la sensibilité de base, etc. Évidemment, tout le monde était là, oh, live action, mais on sait bien que c'est pas un live action Disney, donc on revient à la source qui est le livre, l'histoire d'origine, et j'ai trouvé ça que ça fonctionnait, j'ai trouvé des très bons effets spéciaux, par rapport à ce à quoi on peut s'attendre, justement, un film italien et tout ça, et un film qui, un peu comme j'ai dit, comme le film précédent, qui me semble d'une solidité
assez violente et qui fonctionne bien. Donc voilà. Évidemment, pour toutes ces reviews, retournez voir ma vidéo, vous aurez ma sensation d'époque quand j'ai vu le film, avec le film bien en tête, et je sais pas, je les ai pas revus, peut-être même que je me contredis. Ben ça, c'est la sensation que j'en ai là maintenant. Et donc Pinocchio, et ben voilà, je le mets dans le top. Numéro 7, ben, on a fait l'Italie, on va faire l'Espagne, avec Madre. Madre, un film aussi très surprenant, cette fois-ci un film d'ambiance, avec une gestion de la caméra absolument grandiose, des angles de vue, de la sensation, enfin bref, oh là là, c'était magnifique. Le début du film, c'est ce que j'ai préféré, mais en fait, à la base, c'est un court-métrage qui avait été fait comme court-métrage il y a des années, qui a été réutilisé comme intro de ce film. Magnifique, moi j'aurais adoré que le film soit comme ça tout le temps, mais le film part dans autre chose. L'actrice principale est magnifique de tout point de vue, on va dire, et un film qui fonctionne très bien. Alors oui, on peut aussi peut-être trouver certaines peut-être longueurs sur le truc, moi ça m'a pas marqué, en tout cas là maintenant je m'en souviens plus. Et oui, la fin peut laisser un peu, comment dire, elle peut laisser perplexe, je suis bien d'accord, mais il n'empêche que c'est vraiment une sensation, un film bam dans ta gueule, vraiment une grosse sensation cinématographique. Encore une fois, un film très solide. Quand je dis film très solide, je veux dire un produit cinématographique bien solide. Justement, Apocalypse War, là, Justice League Dark, lui, il n'est pas solide, c'est un DTV, tu vois, mais c'est jouissif. Là, ce sont des films solides et puissants en tant que tels. Numéro 6, bah là on parle dans le jouissif, justement, Invisible Man. Voilà, Invisible Man de cette année, réalisé par Leigh Whannell. J'avais déjà mis, je crois, son film Upgrade dans mon top l'année où il est sorti, parce que pour moi, c'est exactement le genre de cinéma que je kiffe. Alors, j'aime plusieurs types de cinéma, mais je me rends compte que j'ai certaines affinités avec la série B faite par des gens qui veulent bien la faire. Souvent, quand on dit série B, les gens ils disent « Ah, c'est des petits films à petit budget faits par des gars qui savent rien faire. » Non, 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 non. Foutaise, n'importe quoi. Il y a vraiment des gens qui font des petits films avec envie de montrer des choses, de raconter des histoires, de faire des choses. Et ça, c'est exactement ça. On a un concept simple, déjà exploité 1 milliard de fois, hein, le principe de l'homme invisible, quoi, je veux dire, fait un peu différemment, mais tellement bien fait, avec tellement de bonnes idées, tellement de trucs. C'est une série B, il y a aussi des moments où c'est, comment dire, où certains ont critiqué certaines situations peut-être un peu tirées par les poils des fesses, je suis d'accord. Mais l'ensemble fonctionne tellement bien, il y a tellement une envie de bien faire un bon film, et moi c'est ce que j'aime. J'aime ces films faits avec envie, plus que parfois certains blockbusters très beaux, mais qui peuvent être un peu lobotomisés. Et bien ce film-là, c'est ce que j'aime dans le cinéma. L'envie et l'envie de faire ressortir des choses. Voilà. 5e position, ladies and gentlemen, The Gentleman, justement, de Guy Ritchie, qui revient un peu à sa formule classique, son truc très, très proche de Tarantino. Un film qui avait été pas mal critiqué sur certains aspects, mais certains trucs qui ont été critiqués, en fait, n'ont pas toujours été compris, comme certaines blagues, comme la blague où le réalisateur se moque des doublages anglais des films de Hong Kong. Comme vous savez, j'adore le cinéma à Hong Kong, il se moque de ça, et certaines personnes y ont vu une blague en train de se moquer des Chinois, alors qu'en fait, non, ils se moquaient des Anglais qui doublent mal les films de Hong Kong. Enfin bref, voilà, il y a des petites choses comme ça. Il y a d'autres blagues, je veux bien peut-être qu'elles fassent plus réfléchir sur le sujet et qui peut-être sont pas des plus subtils, mais c'est pas un film qui est très subtil. Hein. Quand on fait un polar pulp du genre, généralement le but c'est pas forcément d'être hyper subtil, surtout quand on est dans le monde des gangsters et tout ça, parfois c'est justement de montrer qu'ils sont un peu beaufs et compagnie. Hein. Et moi, bah, je veux pas dire que c'est un film que j'ai forcément surkiffé au 7e ciel, mais au 6e ou au 5e ciel, ouais, franchement, j'ai vraiment pris mon pied, c'est bien réalisé, c'est bien joué, c'est fun, et puis Guy Ritchie, même si j'avais beaucoup aimé aussi, nous fait autre chose que du Aladdin, je veux dire des choses plus commerciales, et ça fait plaisir de le voir revenir, peut-être avec un film pour assurer ses arrières, c'est-à-dire un truc où on savait qu'il allait assurer, mais franchement, je vois pas trop pourquoi on pourrait se plaindre de ce film. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas, évidemment. Quand je vois la sélection que j'ai fait là-dedans, et je pense que cette année ça va être comme ça, il y a beaucoup de films qui ont vraiment divisé. Donc ça va gueuler. Mais ça, pour si c'était nouveau. En fait, je le fais sans faire exprès parce que je revois ma liste. 4e position, et ben un film qui va faire gueuler. 1917. Alors, 1917, y en a qui disent, ok, ça se veut être une prouesse technique, mais c'en est pas une, parce que c'est pas une vraie prouesse technique, et puis bon, du coup, l'histoire, elle raconte rien. Dans l'absolu, ils ont raison, hein, ce sont des arguments recevables, hein, je suis d'accord. Hein. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que la narration, c'est le film. Le fait de raconter le film comme ça, c'est le film. Et il y en a qui ont dit, en effet, qu'il y a des passages qui sont longs. Je pense le moment où il quitte la tranchée, il passe dans le no man's land, et ben là,
Là, oui, c'est long, la traversée du No Man's Land. Mais moi, j'ai adoré l'ambiance, le décalage entre... On est dans la tranchée, entre guillemets, un peu planqué, même si, voilà, avec évidemment des coups de caméra très... comment dire ça très sentier de la gloire, et quand ils sortent et ils arrivent dans le No Man's Land, magnifique, le décalage, l'ambiance, tout ça, enfin bref, moi j'ai été ultra fan, et ce côté apocalyptique, etc., etc. Est-ce que vous vous souvenez, et je suis sûr que vous avez eu affaire à ce livre à l'école quand vous étiez plus jeune, parce que moi, mes profs de français, on était fans, je sais pas pourquoi, chaque année il fallait qu'on me le ressorte à un moment ou à un autre, il y avait un fameux livre qui s'appelait... Exercice de style, voilà, je ne retrouve plus le nom. Et en fait, c'était la même histoire, la même courte histoire, écrite par le même monsieur qui a écrit son livre. Et en fait, il la raconte de je ne sais plus combien de manières différentes, cinquantaine, je ne sais plus quoi. Et en fait, il prend son histoire, une fois il la raconte de manière humoristique, une fois de manière sombre, une fois de manière virulente, fâchée, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que 1917, c'est un exercice de style. C'est-à-dire, parfois, un film, ce n'est pas que son scénario, c'est aussi comment on fait ce scénario. Et c'est pour ça que je le dis ici, 1917, la manière de filmer cette idée, ce point de vue, c'est pas juste un support à l'histoire. C'est le film en lui-même, c'est l'histoire en elle-même du film. C'est ça qui est important et c'est ça qui doit nous faire ressentir des choses. Je viens de penser à un truc, mais je ne vais pas le dire. Seulement si vous insistez. C'est comme une partie de jambes en l'air. Vous savez, l'histoire, le déroulement, il n'est pas forcément passionnant. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Ça va continuer à gueuler. Troisième position, ladies and gentlemen, Tenet. Quoi? Mais c'est une daube, les personnages sont froids. Bah oui, c'est juste, encore une fois, un peu comme 1917, c'est un peu les mêmes arguments à ce niveau-là. Le film a une proposition, et cette proposition, c'est une proposition forte. Et c'est cette proposition forte qui est le film. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une expérience qu'il faut ressentir. Si on l'analyse, comme certains peuvent faire, enfin tout le monde le fait, je veux dire, en disant le scénario, il est simple, etc., etc. Oui, beaucoup disent, et je peux comprendre, ils me disent j'ai besoin de ressentir les personnages, j'ai besoin de sentir d'où ils viennent, j'ai besoin de sentir leur passé, savoir comment ils s'appellent, etc., pour m'identifier à eux. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je suis fan de James Bond. James Bond, à part les derniers, ça a toujours été le même mec qui s'appelle James Bond. On sait ni exactement quoi, comment, un petit peu si on connaît un peu la mythologie, mais c'est le même personnage avec des archétypes et il fait ses missions. Voilà, je veux dire, il n'y a pas forcément, pour moi, besoin de rentrer dans ces choses-là, si le film est bien fait. Et le film, ici, il ne cherche pas à nous faire rentrer en empathie avec les personnages. Alors peut-être celui de la femme du film, oui, peut-être là, mais c'est pas un film qui cherche à nous faire rentrer en empathie avec les personnages, c'est un film qui nous propose quelque chose de cinématographique. Alors quand je dis cinématographique, là je fais le pédant, parce que je reviens un peu aux origines du cinéma, qui à la base c'était du cinéma muet, et c'était l'image, le mouvement de l'image. Et là c'est nous proposer quelque chose, un peu comme les premières personnes qui sont allées au cinéma la première fois voir un petit court-métrage où c'était juste une image animée et c'était ouf. Et bien ce film, il essaye de proposer une expérience cinématographique qui, à notre niveau, essayerait de faire ça. Alors, on relativise tout de suite, évidemment, hein, là, quand j'ai dit que je faisais le pédant, là, on relativise tout de suite à ce niveau-là, c'est pour ça que j'ai sorti mon machin, là, parce que ça fait intellectuel, vous voyez. On relativise un petit peu tout ça. C'est un film de divertissement, mais honnêtement, dans le monde de blockbuster actuel, avoir un film qui est un gros blockbuster, et qui essaye de proposer quelque chose du genre, moi, je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Là où les gens se plaignent qu'on n'a que des suites, que des franchises, que des films de super-héros, des trucs et des machins, des films assez petits... Ce film, il fait autre chose. Alors oui, c'est autre chose, il faut qu'il plaise, on est bien d'accord. Mais ce film, il essaye de faire autre chose. Donc voilà, moi j'ai adoré. Même si, je suis d'accord, pour moi, Nolan est allé trop loin. Il est allé trop loin dans ses concepts, il s'est perdu, d'une certaine manière. Mais qu'est-ce que je suis content qu'il ait pu aller jusque-là et essayer. Et peut-être qu'une fois, il va revenir plus près de chez nous, mais voilà. Il fait des choses qui varient, et rien que pour ça, j'ai envie de dire oui. Sans oublier, bon, ça après, c'est pas la qualité du film en lui-même, mais j'ai quand même envie de le rappeler, que Nolan, bah, il a eu les choses de sortir ce film entre deux confinements, on va dire, dans une période où personne n'a osé sortir son blockbuster, et j'ai envie de lui dire, bah, bravo, voilà. Après, évidemment, ça, c'est en dehors de la qualité du film. Numéro 2, qu'est-ce qu'on met en numéro 2? On va mettre Manque. Un film qui est
peut-être difficile d'accès, si on n'a pas revu Citizen Kane récemment, si on ne connaît pas trop le Hollywood d'époque. Et c'est vrai que je peux comprendre, hein, je pense, comme j'ai dit dans ma vidéo, je pense qu'il faut se renseigner sur le Hollywood de l'époque, revoir Citizen Kane, et là, revoir Manque. Parce que c'est un film qui est quand même très particulier, mais qui, en ce qui me concerne, vu la longueur du film et tout, eh ben, il n'y avait aucun problème. En plus, j'ai trouvé que le film se voulait à l'ancienne, mais quand même avec un rythme soutenu malgré la lenteur. Enfin, un tempo soutenu malgré un rythme lent. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien. En plus, Gary Oldman, il est encore une fois époustouflant, parce qu'il avait besoin de le prouver, non, mais s'il a envie, bah, vas-y, continue. C'est vraiment un super acteur, ce Gary Oldman. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais il est vraiment, vraiment très, très bon. Après, c'est vrai que, encore une fois, c'est un film qui peut-être plus difficile d'accès qu'il n'y paraît. J'ai envie de dire que ce film m'a fait penser, en y repensant, vous savez, les films qui font plein de blagues méta, vous savez, les Deadpool et compagnie, où on va faire référence à la culture populaire, excusez-moi. Et bien ce film, c'est un peu la même chose, c'est un Deadpool, in a way, c'est-à-dire qu'il va faire plein de références à la culture pop, mais pas à la culture pop Spider-Man et compagnie, non, non, Star Wars et compagnie non plus, il va faire référence au Hollywood de l'époque en faisant référence à Citizen Kane, vous voyez, c'est la culture pop d'un autre niveau, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Non, mais c'est un peu ça, c'est un film qui fait des références, mais un peu moins d'actualité, voilà, tout simplement. Avant de passer au numéro 1, je pense que vous l'aurez compris avec ce que j'ai dit au tout début et tout ça, en fait, les films de ce classement, ils peuvent se mélanger, le dernier au milieu, enfin non, le dernier Apocalypse War, il restera là, de par son statut, il n'a pas la classe. Mais je veux dire, les autres peuvent se mélanger, Manque pourrait être premier, et vice-versa, enfin les films auraient pu s'inverser dans tous les sens, mais... voilà, comme j'ai dit, cette année, c'est compliqué. Donc, le numéro 1, moi, j'ai mis un de ceux qui m'a le plus mis une patate dans la figure. Encore un film qui divise, mais là, par contre, je suis beaucoup moins d'accord sur le fait qu'il divise, parce que les autres, évidemment, tu essaies d'expliquer l'idée, mais les gens, au final, il y en a qui te disent que 1917, l'histoire est pas ouf, enfin, ouais, je veux dire, là... J'ai eu un peu plus de peine sur les critiques. Pour moi, c'est donc La Plateforme, le film espagnol, sorti sur Netflix chez nous, qui, pour moi, a été une bonne petite baffe dans la gueule, encore une fois, un peu comme Invisible Man. C'est pas le même genre de film, mais c'est un de ces films un peu de série B par rapport à ce qui arrive chez nous, fait par des gens qui ont envie de faire quelque chose et de raconter quelque chose. Il y a une ambiance qui se met en place, il y a un suspense qui se met en place, ça part peu à peu dans un délire, ça part dans l'ultra-violence. D'accord. Et en plus, après, il y a un petit peu de réflexion, on peut réfléchir, analyser, il lit Don Quichotte, le chevalier qui est taré, est-ce que lui devient taré, il y a plein de petits trucs comme ça qui viennent se glisser dans ce film. Après, en effet, il y a une espèce de critique sociale des riches contre les pauvres, peut-être basique, mais qui est plutôt joliment représenté, d'une certaine manière. Enfin bref, moi j'ai trouvé que c'était un film très très bon. Il y a la fin qui justement a fait énormément de débats, et c'est marrant parce que en fait, les gens, je crois qu'ils n'aiment plus les fins ouvertes. Surtout les fins qui amènent à une certaine réflexion. Il y en a qui m'ont dit « bah si, c'est ça qui se passe à la fin ». Peut-être, en effet, je suis tout à fait d'accord avec ces personnes-là. Ils ont eu leur vision, peut-être pour eux elle était claire, comme moi j'avais une qui pour moi est plutôt claire, et ça me convient. Et puis on a plein qui m'ont dit « ouais, mais ils racontent pas la fin, ça n'importe quoi ». Mais justement, t'as tous les éléments avant, c'est pas juste t'as tous les éléments et t'imagines ta fin. C'est ça, mais de manière un petit peu plus subtile, dans le sens où t'as tous les éléments pour que ta fin, elle te soit naturelle. C'est-à-dire à la fin, comme j'ai dit, c'est ça qui va se passer. Pour toi, ça va être naturel. Et ça, j'adore. Surtout qu'ils avaient tourné une fin, et le réalisateur s'est rendu compte que justement, c'était trop évident. Et en plus, je sais même pas exactement tout ce qu'on voit dans cette fin, à quel point elle laissait quand même une part d'ombre, mais le réalisateur a décidé de couper ces dernières scènes pour justement créer tout ça. Et moi, à la fin, quand ça part en cacahuète, un peu à la 2001 l'Odyssée de l'espace, si vous voulez, pour avoir une idée, c'est-à-dire, on a un scénario qui avance, et à un moment donné, on part dans autre chose, dans des hallucinations, des trucs et des machins, et j'adore parce que, justement, là, on quitte, un peu comme 1917, Tenet et tout ça, un peu, hein, on va se calmer, ça n'a rien à voir comme film, on quitte le côté, j'ai envie de dire presque tangible de l'histoire, pour passer dans le côté compréhension personnelle, ressenti surtout, ressenti de l'histoire. On quitte le tangible pour le ressenti, et moi j'adore, et ce film, moi il m'a capturé à tous les niveaux, j'ai trouvé les dialogues très souvent très sympas,
voilà, quoi. Tout était bon. Bref, j'avais même fait dans ma vidéo, ou après coup, je sais plus, mon ressenti sur la fin, j'ai expliqué ça, comment moi j'avais cru voir la fin. Bref, la plateforme, j'ai adoré. Alors évidemment, encore une fois, tout ça peut se mélanger, je le sais. Et ce qui est magnifique, c'est que je crois que j'ai pas un seul film là-dedans où les gens vont pas se taper dessus. Hein. Donc tout ce que j'ai dit, je regarde vite fait la liste. Je crois qu'il n'y a pas un film dont les gens vont dire ah mais non, mais c'est nul. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui peuvent regarder cette liste, je suis sûr que ça doit exister, et film par film vont les trouver nuls. Voilà. Donc voilà, comme d'habitude, blablabla, c'est un top personnel, ça dépend de ce qu'on a vu. Je répète, mais comme d'habitude, ça sert à rien, mais répétons-le. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là pour le top donc de cette année. Et je tiens à préciser que pour moi, cette année de cinéma, certains disent que c'est la pire du monde. Je suis pas d'accord. Qualitativement parlant, je trouve qu'on a eu des films de grande qualité. Alors, on a peut-être eu moins de films, surtout des blockbusters, parce qu'ils ont eu peur de sortir, donc ils ont été repoussés. Mais les blockbusters qu'on a eus, ils étaient, on va dire, de qualité moyenne, des bons, des moins bons. Et on a eu d'autres films que des blockbusters qui sont sortis aussi cette année. Et encore une fois, on a eu des bons et des moins bons, des trucs là. Donc, certes, il y a eu peut-être moins de films, moins de sorties internationales surtout, mais en tant que tel, je ne trouve pas que ce soit une horrible année de cinéma. C'est plus une horrible année pour l'économie du cinéma que pour la qualité du cinéma. Après, c'est vrai que si on aime manger des blockbusters et des films récents, oui, là, on peut trouver qu'il y a moins à manger, c'est sûr. Mais ça, après, voilà quoi. C'est une question de consommation de cinéma. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Le like, de l'amour, le partage, de la paix, l'abonnement de l'année. Portez-vous bien, ciao tout le monde.